Bonjour et bienvenue dans le grand JT des faits divers. Notre premier débat aujourd'hui porte sur une affaire extrêmement choquante. Dans le Val d'Oise, à Bezons, un lycéen de 16 ans a été mis en examen. Vendredi, il a tenté d'étrangler sa professeure de mathématiques qu'il avait exclue de la classe. Avant d'en parler à nos invités, le rappel des faits par Anne Maquignon. Vendredi encore aux alentours de 15 h, dans un lycée de Bezons dans le Val d'Oise, un jeune de 16 ans a frappé et étranglé sa professeure de mathématiques. Un peu plus tôt, elle venait juste de l'exclure de classe. Le jeune garçon a été interpellé et mis en examen pour violence aggravée. Selon la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, un organisme qui dépend du ministère de l'Éducation, chaque année en France dans le secondaire pour 1000 élèves, près de 13 incidents graves sont commis. Un chiffre stable, mais le phénomène est plus visible ces derniers mois, avec une médiatisation sur les réseaux sociaux. Il y a 3 semaines à Créteil, cette vidéo avait fait réagir jusqu'au sommet de l'État. Un jeune de 16 ans braque sur sa professeure une arme factice. Un incident qui a permis d'en révéler d'autres. Au Havre, début octobre, 2 professeurs ont également été braqués avec des armes factices. Un incident d'abord réglé en interne, mais le proviseur a décidé d'enclencher une procédure et de porter plainte le 22 octobre, motivé par la médiatisation d'une affaire similaire à Créteil. 4 lycéens, tous nés en 2002, sont suspectés. Ils ont été remis en liberté, mais convoqués début décembre devant un juge pour enfants. Sur les réseaux sociaux, les professeurs se sont mobilisés avec le hashtag Pas de vague, dénonçant l'absence de réaction de leur hiérarchie par rapport aux violences. La moitié des incidents visent les professeurs, 40% des violences sont verbales. Selon l'OCDE, la France est en retard, 61e sur 65 en ce qui concerne le calme en classe. Le ministère de l'Éducation a promis un plan d'action. Il sera présenté d'ici à la mi-décembre. Thierry Guintran, bonjour. Vous êtes co-secrétaire départemental SNUIPP-FSU Val-de-Marne. C'est le syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles. Là, on dépasse l'entendement. Est-ce que ce sont des agressions rarissimes ? Ce sont des agressions qu'on a vues, là, qu'on peut voir malheureusement trop souvent dans le cadre de l'école. Bon, après, il ne faut pas imaginer que c'est des agressions qui se passent tous les jours à ce niveau-là. Bon, mais quand on se retrouve, en tout cas, on a parlé là de ce qui s'était passé dans le Val d'Oise. Moi, je suis du Val-de-Marne. Bon, quand on repense à ce qui s'est passé dans ce lycée où un jeune donc a braqué avec une arme factice une collègue à Créteil, voilà. Malheureusement, il faut réaliser que quand on en arrive à ce degré-là de violence symbolique, d'un certain point de vue, on tire une sonnette d'alarme. Et ça doit nous faire réfléchir sur qu'est-ce qui fabrique cette situation, quelle est la fabrique de la violence finalement. Georges Fenech, bonjour, ancien magistrat, consultant CNews. Vous êtes souvent avec nous dans cette émission, mais là, ça dépasse l'entendement quand même. On a tenté d'étrangler un professeur parce qu'il avait exclu un élève de la classe. Il faut stopper ça. Chacun ici sera d'accord pour dire que ce sont des faits absolument inadmissibles. D'ailleurs, on voit bien que cette répétition, même si effectivement c'est peut-être pas tous les jours, amplifiée, comme l'a dit dans le reportage, par les réseaux sociaux qui donnent une résonance encore plus importante, fait que le malaise aujourd'hui s'est installé dans le corps enseignant. Et d'ailleurs le hashtag Pas de vague le montre bien. On a les enseignants, en tout cas, le sentiment de ne pas être soutenus par leur hiérarchie. On leur dit, mais surtout, n'en rajoutez pas difficulté à la difficulté, vaut mieux laisser tomber, pas de plainte, etc. Et de ce non-dit, de ce silence, il faut en sortir. Il faut que la parole des enseignants se libère. Attendons de voir ce que le gouvernement va proposer comme plan d'action contre les violences scolaires. Mais vous savez comme moi que des plans d'action, il y en a déjà eu quelques-uns. En 20 ans, il y en a eu 12 gouvernementaux, voyez-vous. Donc il faut passer du plan véritablement à l'action et sortir de ce phénomène qui est une grave atteinte à l'autorité de l'enseignant. Rodrigo Arenas, bonjour. Vous êtes président de la FCPE 93, c'est une fédération de parents d'élèves. Le jeune là, il a 16 ans. Si je vous dis que les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants, donc non pas directement responsables de l'agression, mais quand même, ils ont une part de responsabilité, vous êtes d'accord ou pas ?
Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord. Par contre, c'est très en vogue ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire de cibler un responsable qui te donnera tout le reste. La semaine dernière, par exemple, c'était une maman qui mettait sur les réseaux sociaux son enfant d'une classe d'élémentaire qui témoignait d'un harcèlement d'enfants, etc. C'est-à-dire que pendant des mois, finalement, on pourrait dire c'est la faute des enseignants. Non, c'est pas la faute des enseignants de ne pas avoir décelé ce cas-là. Ce qu'on dit, nous, c'est que l'école aujourd'hui est devenue le ce cas-là, elle a mis cette vidéo Absolument. pour témoigner parce que c'était inacceptable, que c'était réitéré. Donc elle s'est dit que c'était un moyen de sauver son enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école est devenue le réceptacle de toutes les souffrances. Et on n'oppose pas les souffrances les unes aux autres. C'est-à-dire que les enseignants ont raison de dire qu'il y a une souffrance du corps enseignant par rapport aux conditions de travail. La personne ne fait le lien que les deux élèves qui braquent ou qui étranglent leur enseignant, c'est des lycées pro. Et on sait très bien dans notre pays, parce que nous le dénonçons depuis des années, que le lycée professionnel est devenu le réceptacle de tous les enfants dont personne ne veut. Donc à un moment donné, oui, ça pète à la figure de tout le monde par la pire des façons. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est inadmissible. La question, qu'est-ce qui est admissible pour le traitement de ces difficultés-là? Et aujourd'hui, force est de constater qu'on cherche plutôt à trouver des responsables, des coupables uniques, plutôt que de mettre tout le monde autour de la table pour trouver une solution pérenne, parce que manifestement, le système éducation, mais au-delà de ça, le système éducatif est à bout de souffle. Je pense que mon voisin de gauche et vous-même ne me contrediront pas pour dire que le tribunal de Bobigny, la semaine dernière, a tiré la sonnette d'alarme à travers une lettre, notamment des magistrats, pour dénoncer les conditions pour traiter des problèmes de délinquance d'enfants, etc. Parce que manifestement, il n'y a pas assez de juges, pas assez d'éducateurs dans la PJJ, pas assez d'éducateurs qui prennent en charge ces enfants-là. C'est-à-dire que quand les enfants... On a la chance, malgré qu'il manque des psychologues scolaires, des médecins scolaires, de pouvoir déceler des enfants qui vont mal, qui sont déviants. Il n'y a pas l'arsenal et éducatif et non plus juridique pour pouvoir prendre en charge ces enfants qui, manifestement, ont pété les plombs. Alors, votre voisin de gauche est Philippe-Henri Honegger, du cabinet Ruben et Associés. Bonjour. Bonjour. L'élève, là, a été présenté à un juge des enfants, placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de se rendre dans le fameux lycée d'enseignement professionnel, là où il a agressé cette professeure. Mais qu'est-ce qu'il risque véritablement ? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le milieu scolaire, par rapport à la justice et en particulier par rapport aux violences, c'est un milieu qui est un peu particulier. Parce que dans la plupart des cas, en réalité, les violences, quand elles sont pas trop graves, elles sont traitées en interne. Il y a des exclusions, il y a des sanctions, les heures de colle et autre chose. L'idée, c'est qu'on est dans un système éducatif et que se conformer à ces normes-là, par exemple, de ne pas faire des violences, ça fait partie du système éducatif. Et puis quand ces violences, elles sont particulièrement graves, particulièrement choquantes, alors vient s'y rajouter le système judiciaire, là en l'occurrence un contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'on a estimé qu'il pouvait ressortir, pas besoin d'aller en prison, mais qu'il fallait lui fixer un certain nombre d'obligations. Les peines qui sont encourues, il faut voir quelles seront les conséquences des violences sur la victime, mais ça peut être 3 ans, 5 ans. 2 jours d'ITT déjà, incapacité temporaire de travail. Ça veut dire qu'on a des violences, je dirais, de moins de 8 jours, avec une circonstance aggravante a priori qui serait le fait, parce que c'est une circonstance aggravante qu'elles aient lieu dans un milieu scolaire, donc on est a priori sur 5 ans de peine encourues. Maintenant, les peines prononcées, elles auront aucun rapport avec ça, mais ce qu'il faut dire, et je crois que c'est important, c'est que quand on vient faire rentrer la justice, quand on vient faire rentrer la police dans ce système-là, c'est très bien dans un sens, parce qu'il faut qu'il y ait une sanction. Mais il ne faut pas oublier les causes de ces actes-là. Et que quand on met, comme c'est je crois le cas à Besançon, parce que je me suis un peu renseigné, 35 élèves dans une classe avec un seul professeur, je crois que Besançon, il y a une population qui a énormément augmenté et que les classes, elles, le nombre de classes et d'enseignants n'ont pas augmenté. En réalité, on est sur une cocotte minute qu'on pressurise, et c'est pas étonnant qu'il y ait des violences qui en ressortent. Et la solution, c'est pas de sanctionner plus, voire d'envoyer en prison, où il y a aussi une surpopulation carcérale, c'est peut-être de limiter la surpopulation scolaire. Thierry Guintran, alors il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on parlait de médiatisation. Au Havre notamment, le proviseur avait voulu régler ça en interne et quand il a vu ce qui se passait à Créteil, il a médiatisé. Vous, qui représentez les enseignants, vous êtes pour que ces affaires soient tout de suite sur la place publique ou il faut rester dans le sanctuaire de l'école ? Je pense qu'il faut rien cacher. Il faut rien cacher parce que c'est notamment les collègues avec ce fameux hashtag pas de vague. Bon, ce qu'ils ont voulu dire, c'est justement on ne nous entend pas, et notamment au niveau de la hiérarchie. Moi, je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit qui était très juste. La question maintenant, c'est comment on s'attaque aux racines du problème. Moi, je suis enseignant dans le premier degré, et c'est pas pour rien que notre école, notre ministère s'appelle l'éducation nationale. Il y a toujours eu une dimension d'éducation, au rôle de l'école, toujours. Même à la Troisième République, avec les blouses grises, ça a toujours été une dimension éducative, au niveau en rôle éducatif de l'école, qu'il faut aujourd'hui retrouver, parce que on a supprimé combien de postes, quand même 80 000 postes à l'époque de Sarkozy, combien de postes de maître G, par exemple. C'était des maîtres rééducateurs.
Aujourd'hui, il y en a plus que 5 ou 6 peut-être dans notre département. Bon, et combien encore en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, il faut maintenant renouer avec ce rôle éducatif et d'éducateurs de l'école pour, par exemple, commençons par une mesure, avoir des rasettes complets dans toutes les écoles en éducation prioritaire. Des rasettes, justement, c'était avoir un psychologue scolaire, avoir un maître rééducateur. Voilà, là on s'attaquerait réellement à la racine du problème et ne pas attendre que ça explose effectivement. Et bon, là je vous rejoins sur, par exemple, le lycée professionnel. Oui. Georges Fenech, vous vouliez réagir? Non, mais moi, je comprends ce que vous dites. Mais en même temps, l'éducation, c'est pas uniquement, et heureusement d'ailleurs, l'école. L'éducation, c'est d'abord et avant tout les parents. Sans vouloir stigmatiser, chercher des responsables, il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que les enfants sont issus d'un milieu familial où il y a des parents. Et les parents ont une responsabilité. D'ailleurs, sur le plan juridique, vous le savez très bien, lorsqu'ils comparaissent devant le tribunal pour enfants, ils sont civilement responsables de l'action de leur enfant. Donc il faut déceler aussi les carences éducatives. Je sais bien qu'il y a des parents qui sont dépassés, qui n'y arrivent pas. Mais n'oublions pas qu'à l'école, on apprend, on enseigne, et que normalement, on éduque dans la famille. Vous dites l'éducation nationale doit aussi faire d'éducation. Attention, éducation d'accord, mais n'oublions pas la responsabilité des parents. Rodrigo Arenas, vous êtes d'accord avec ça? Responsabilité des parents? Alors sans vouloir, c'est pas insultant de dire que l'école est là pour instruire, c'est d'ailleurs les propos de Victor Hugo. Mais quand vous dites à un élève, par exemple, que vous avez une classe de 30 ou 25, peu importe, ou même 12 élèves par classe en CP, CE1 maintenant, que pour bien apprendre, il faut être sage, il faut bien écouter, c'est aussi un acte éducatif. C'est-à-dire que les enseignants aussi ont un acte éducatif par rapport aux enfants. Le problème qu'on a dans notre pays, c'est qu'on a saucissonné chacun dans son coin. Aujourd'hui, il est évident que les enseignants, ce ne sont pas les seuls acteurs de l'école. Il y a aussi, y compris les dames qui font le ménage, parce que souvent c'est des dames, c'est pas souvent des messieurs. C'est-à-dire qu'il y a un rapport sexué aussi par rapport au métier. Il y a aussi ce que vous appelez les médecins scolaires et les psychologues scolaires qui font défaut dans les départements et dans les écoles. Et ce sont eux avant tout qui sont là pour déceler les enfants qui vont mal. Il y a aussi les équipes d'encadrement, il y a aussi les maires, il y a aussi les maires MAIRE, j'entends là, qui sont absents d'ailleurs des réunions dans lesquelles nous sommes amenés à siéger dans le cadre démocratique. Or, c'est dire que tout ça ne travaille pas ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps, et il y a aussi des enseignants à la FCPE, dans les fédérations de parents, il y a même des journalistes, comme je vous le disais en off, qui sont parents aussi. Aujourd'hui, il s'agit de mettre tous ces gens autour de la table pour essayer de parler des problèmes et de façon hebdomadaire et de façon réglementaire. Vous savez, aujourd'hui, il y a des conseils de discipline dans les établissements, il y a des commissions d'appel, des fois, quand les gens ne sont pas d'accord avec ces décisions-là. C'est 2 fois par semaine aux heures ouvrables. Comment voulez-vous que les parents participent à ce qui est aussi un acte éducatif pour pas que ça devienne à votre sanction? On arrive, et je finirai juste là-dessus, à cette facilité de dire, puisque les parents sont les seuls responsables, supprimons-leur les allocations familiales. Oui, voilà, c'est là où on va. Oui, mais... oui, super. Allez-y. Là-dessus, vous vous souvenez, c'était sous Nicolas Sarkozy. C'est un serpent de mer, je vous l'accorde. On avait institué la tutelle aux prestations sociales, notamment pour lutter contre l'absentéisme scolaire, qui explique beaucoup aussi de ces dérapages. Ben, du jour au lendemain, il n'y avait plus d'absentéisme scolaire. Voyez-vous, c'était une mesure qui a eu une efficacité qui malheureusement a été supprimée ensuite par le quinquennat suivant. Donc il faut mettre sur la table cette responsabilité des parents. Moi je suis convaincu que l'enseignant il est là pour enseigner. On ne peut pas lui demander tout. Surtout qu'il a déjà affaire effectivement à des classes très importantes et tout. Écoutez, mais ne demandez pas aux enseignants, en plus d'éduquer des enfants, c'est aux familles à les éduquer. Ce que je vous dis, excusez-moi de vous interrompre, c'est que ça fait partie inhérente de leur métier. Mais monsieur répondra mieux que moi, c'est son quotidien. Les enseignants ne sont pas là que pour juste apprendre à lire, compter et écrire. C'est d'ailleurs minimiser leur rôle éducatif par rapport aux enfants. Et c'est minimiser d'ailleurs le rôle que nous avons avec eux. Sinon, pourquoi est-ce que nous faisions des réunions ensemble? En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que déjà l'absentéisme n'a pas diminué. Ça dépend de où on parle et de quoi on parle. Par contre, ce qui n'a toujours pas été réglé, ça a été le nombre d'absents non remplacés, parce qu'aujourd'hui, comme monsieur le disait, les postes sont soi-disant créés, mais ne sont pas à la mesure des choses, et vous avez des enfants qui ne finissent pas les programmes parce que pendant plusieurs semaines, ils n'ont pas, par exemple, d'enseignants de français au collège ou au lycée. C'est de ces enfants-là dont nous parlons. On va écouter Thierry Guintran. Moi j'ai une question très précise. Est-ce que les enseignants sont formés pour faire face à une telle violence? Parce que c'est terrible. Des armes factices. Là, on a tenté d'étrangler une professeure, un coup avec la paume de la main sur le nez, puis l'élève a voulu l'étrangler. Vous n'êtes pas formé à faire face. Clairement, non. Bon. Après, je ne vais pas vous cacher que dans le premier degré, la situation n'est pas la même, heureusement, que dans le second degré en lycée pro. Hein. Bon, je veux dire, ceci dit, pour avoir longtemps enseigné en REP
ou voire dans des écoles qui ne sont pas REP, mais qui sont dans des REP, dites-nous. réseaux d'éducation prioritaire, pardon, ou dans des écoles qui n'étaient pas REP, mais qui sont dans des quartiers sensibles, dans des quartiers difficiles. Moi, ça fait 15 ans que j'enseigne à Villejuif ou au Kremlin-Bicêtre. Bon, voilà, c'est clairement des quartiers populaires, des cités qui sont pas faciles, etc. Oui, mais l'école est la même pour tout le monde, donc il faut pas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas dire parce que c'est un quartier sensible. Mais c'est bien pour ça qu'il faut donner des moyens supplémentaires là où il y en a besoin pour pouvoir faire classe. On parlait de l'instruction. Pour pouvoir faire classe, mais encore faut-il que l'enfant apprenne à être élève. Et ça commence dès la maternelle, ça commence au CP, enfin ça se continue au CP. Voilà, c'est toute la scolarité où l'enfant apprend à être élève et il ne s'agit pas simplement d'instruction. Si on veut pouvoir instruire, il faut effectivement aussi que l'école joue ce rôle-là de coéducateur avec les parents, mais effectivement avec, je dirais, toute la société. Hein. C'est la loi d'ailleurs, la coéducation, c'est la loi de 2014. C'est très Philippe Henrionnegger. Parce que c'est quand même aussi très hypocrite de considérer que l'école, c'est pas le lieu où on apprend à vivre ensemble. Et en particulier, limiter sa violence personnelle, c'est là qu'on l'apprend à l'école. Après, on peut tout remettre sur le dos des familles, mais à supposer qu'elles sont dans l'incapacité ou qu'elles ne savent pas comment éduquer leurs enfants, qui est-ce qui leur apprend à elles? Comment est-ce qu'on fait pour combler ce vide-là? On peut pas dire que c'est la faute des parents. Ça existe, des stages parentaux, ça existe. Très bien, et tant mieux. Ils sont mis en place par les mais je communes. crois que dans le milieu scolaire, on apprend autant à apprendre qu'on apprend à vivre ensemble. Georges Fenech, est-ce qu'il faut durcir la loi? Mais la loi, elle permet déjà de sanctionner même très sévèrement. Oui, Il faut arrêter d'empiler des lois. Ce qu'il faut, c'est vraiment... Il faut les appliquer. Non, mais Georges Fenech, là, on a une tentative d'étranglement d'un professeur. Moi, je vous entends, mais... Le jeune a été mis en examen. Oui. Celui qui a commis cette agression, l'auteur, qui a plus de 16 ans. Donc, éventuellement, le tribunal, vous le savez, peut parfaitement écarter l'excuse atténuante de minorité, puisqu'il a plus de 16 ans, et le sanctionner lourdement. Je pense que la sanction a aussi un aspect éducatif. Bien sûr qu'on n'est pas là pour mettre en prison des jeunes. Mais quand vous avez des actes de cette gravité-là, quelquefois, il n'y a que la sanction qui peut faire comprendre et prendre conscience de la gravité des faits. Thierry Guintran, c'est pas forcément la prison. C'est pas forcément la prison, mais ça peut le devenir dans des cas graves. Thierry Guintran, vous êtes d'accord? Il faut sanctionner lourdement? Bien sûr qu'il faut sanctionner quand on en arrive là. Il ne reste plus que la sanction dans ces cas-là. Mais la question, je me répète... J'entends ce que vous avez dit. Comment éviter ça? Mais là, nous sommes face à une situation presque dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Tentative d'étranglement d'un professeur. Attendez. Évidemment que ça fait partie du rôle de l'école et de l'enseignant d'établir des institutions en classe. Hein. Des institutions, ça veut dire des règles, ça veut dire pouvoir débattre avec les enfants, fixer avec les enfants les règles de la classe. Et évidemment, la première règle une des premières règles qu'on fixe dès le début, c'est l'interdiction de toute violence à l'école, bon, et ailleurs, mais là on est à l'école, toute violence est interdite et sanctionnée. Après, la question, c'est comment faire pour que justement cette démarche-là continue tout au long de la scolarité. Et pour ça, je suis désolé, il faut effectivement, oui, des moyens. Et les moyens, c'est les moyens au niveau de l'école. J'ai parlé des rééducateurs, par exemple, des gens formés. Et non, les jeunes collègues ne sont pas formés à ça. Hein. Il y avait auparavant des enseignants formés, tous ces postes-là ont été supprimés. Et voilà, c'est vraiment tout au long de la scolarité qu'il faut faire ce travail. Et en dehors, combien d'éducateurs, là encore, ont été supprimés, j'imagine, dans les quartiers. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais on sait très bien où on en est, où en sont les services publics, dans le 93, par exemple. Thierry Guintran, ce sera le mot de la fin sur ce passionnant débat. Merci à vous quatre et surtout, restez avec nous parce que dans quelques minutes, après une courte pause, vous saurez tout sur le trésor de Michel Fourniret, le tueur en série, est jugé à partir de demain pour le meurtre de Farida Hamish. Cet assassinat lui a permis de récupérer le fameux trésor lié au gang des postiches. Mais avant ce débat, bien sûr, il y aura peu avant 14h le JT et nous irons à Tulle pour le procès d'une mère de famille qui a caché l'existence d'une petite fille aux yeux de tous pendant près de 2 ans. A tout de suite.